ravi de recevoir aujourd'hui Michael Attias, qui est pharmacien et qui est le project manager d'un RHU qui s'appelle Augmente-Tireg, se déroule à la Pitié-Salpêtrière et qui est dirigé par le professeur Makoto Miyara, et qui a pour but de faire de la thérapie cellulaire Treg pour améliorer la tolérance en transplantation hépatique. Donc, merci Michael de nous parler d'un de tes papiers. C'est inhabituel, habituellement on nous présente les papiers des autres, mais je pense que c'est une super opportunité d'avoir quelqu'un qui nous présente ces données. Donc voilà, je te laisse la parole, Michael. Merci beaucoup Samuel pour l'invitation. Donc effectivement, vous allez voir que je présente mon papier, mais je suis aussi content de pouvoir faire un peu de pub pour le RHU Augmentreg. Donc effectivement, où l'idée derrière le projet, donc d'utiliser donc les Treg qui sont des cellules spécialisées dans la prévention de l'auto-immunité et d'utiliser ces cellules-là donc qu'on va modifier génétiquement pour améliorer à la fois leur stabilité, un sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans la présentation, et aussi leur fonction suppressive chez des patients qui vont donc recevoir des greffes de foie pour commencer en espérant, puisque comme vous le savez, que les patients qui reçoivent des transplantations doivent prendre des immunosuppresseurs et à long terme, c'est très toxique. Et donc, on espère que les propriétés naturellement immunosuppressive des Treg pourraient permettre en fait de limiter l'utilisation à long terme de ces immunosuppresseurs. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc de mon projet de thèse et de ce papier qui a été publié en début d'année seulement dans la revue Journal for Immunotherapy of Cancer et qui est l'aboutissement de 7 ans de recherche, dont 6 ans passés en tant que thésard dans le laboratoire de Ciro Piccirillo, que vous pouvez voir en photo avec une écharpe du PSG. Ça n'a pas été facile de lui faire poser avec ça, mais j'ai réussi. Donc, qui est aussi un spécialisé de Treg. Et donc, c'est un projet qui a été mené quasiment 100% à McGill, puisque donc, les collaborations qu'on a fait sont avec le laboratoire de Sonia Del Rincon, qui est un laboratoire spécialisé dans le mélanome, et avec un laboratoire qui est spécialisé en biologie spatiale de Yasser Yazhaloseni. Et donc ces recherches, elles ont été menées au Centre universitaire de santé McGill. Et puis moi j'ai eu une formidable expérience de recherche au Canada, donc je recommande vivement. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés par une aventure québécoise et qui en immunologie et notamment en immunologie antitumorale, s'ils ont besoin de conseils, peuvent je peux recommander à certaines personnes. Donc le projet est né d'une problématique assez simple et très familière à tout le monde ici, donc je vais essayer de pas passer trop de temps dessus. Pour faire au plus rapide, la réponse clinique aux inhibiteurs de point de contrôle, elle est très variable. Et un des éléments les plus prédictifs de cette bonne réponse ou mauvaise réponse au traitement, c'est le phénotype de l'infiltrat immunitaire au démarrage du traitement. On a des tumeurs qui sont certaines qui sont des tumeurs qu'on dit froides avec peu d'infiltrats immunitaires, des tumeurs chaudes, et puis il y a tout un tas de phénotypes un peu intermédiaires. Et donc on cherchait à comprendre les mécanismes qui régulent la mise en place de ce phénotype inflammatoire. On sait qu'un des mécanismes principaux, c'est l'immunogénicité de la tumeur. Donc certaines voies oncogéniques peuvent favoriser le développement de mécanismes d'évasion spécifiques et limiter l'expression d'antigènes tumoraux. Et nous, on s'est particulièrement intéressé à l'action des lymphocytes T régulateurs qui sont présents ici sur ce schéma, euh, qui sont juste ici, qui sont donc des lymphocytes T, mais qui, eux, ont plutôt un effet protumoral, on va voir ils suppriment en fait les lymphocytes T antitumoraux. Donc peut-être, comme j'ai remarqué, j'étais le premier dans la série de ces Journal Club à aborder le sujet des Treg. Je me suis dit que j'allais peut-être passer un peu plus de temps à les définir. Donc les Treg sont des cellules CD4 qui sont définies notamment par l'expression stable de leur facteur de transcription maître, qui est FOXP3, donc c'est un facteur de transcription qui agit notamment sur une série de gènes qui augmente l'expression d'une série de gènes immunosuppressifs comme CD25 et CTLA4 et qui supprime l'expression de gènes pro-inflammatoires comme l'interféron, l'IL2 ou le TNF. Ce sont des cellules qui ont pour but en fait de maintenir la tolérance au soi en supprimant les cellules T autoréactives. Et elles ont elles-mêmes un répertoire TCR qui est biaisé vers la reconnaissance du soi au moment de leur différenciation dans le thymus. Et donc, comme les antigènes tumoraux sont souvent des antigènes du soi, de nombreux Treg peuvent être recrutés dans les tumeurs. Et il y a plusieurs autres mécanismes comme l'expression de certains récepteurs de chymiokines, l'induction locale de Treg par le TGF,
des avantages compétitifs dans les environnements hypoxiques ou à faible quantité de glucose, et même l'action suppressive des Treg sur les T effecteurs elles-mêmes, qui fait qu'on a souvent de fortes quantités ou de fortes proportions de Treg dans les tumeurs, ce qui est associé généralement à un très mauvais pronostic. Et donc, les Treg suppriment les lymphocytes T effecteurs via de nombreux mécanismes, via la sécrétion d'IL-10, via la cytotoxicité directe, via granzyme et perforine, le pompage de l'IL-2 dans le milieu. Et donc ça, ce sont des mécanismes qui sont directement sur les T, mais il y a des mécanismes qui sont un peu parfois, enfin, qui sont extrêmement importants et qui ne sont pas toujours, comment dire, pas toujours visualisé de manière très directe, c'est en fait les interactions avec les cellules présentatrices d'antigènes, notamment via CTLA4, qui va en fait permettre de diminuer l'expression des molécules de costimulation CD80, CD86 sur les cellules présentatrices d'antigènes et les tolériser en fait. Et ça, on sait que l'expression de ces molécules de costimulation sur les APC joue un rôle majeur dans l'efficacité de l'anti-PD1. Et donc, dans les modèles précliniques, il y a une synergie entre dépléter les Treg et traiter par anti-PD1. Et dans d'autres modèles, il y a même en fait parfois le fait de dépléter les Treg permet de clearer les tumeurs, mais ça peut entraîner une auto-immunité systémique. Et une auto-immunité systémique, comme vous le savez, on voit aussi parfois chez certains patients qui répondent bien aux anti-PD1. Mais parfois, il suffit pas simplement enfin, il n'est pas nécessaire de complètement dépléter les Treg pour obtenir un effet antitumoral. Si on perturbe leur stabilité, par exemple en faisant un chaos conditionnel de l'expression de Helios, le facteur de transcription Helios qui contrôle indirectement l'expression de FOXP3 via la voie STAT5, on peut en fait rendre des mélanomes B16, qui sont donc des mélanomes murins, qui sont prototypiquement des tumeurs très froides. Eh bien, si on implante ces mélanomes dans des souris à qui il manque l'expression de Helios dans les Treg, en fait, ces mélanomes deviennent des mélanomes chauds et on a un phénotype avec moins d'infiltration de Treg dans les tumeurs et des Treg qui expriment moins de FOXP3 et qui se mettent à sécréter à faible dose de l'interféron gamma, une cytokine qui est normalement dont l'expression est réprimée par FOXP3. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un Treg instable, un Treg FOXP3 low qui peut produire de l'interféron gamma. Et voilà. Donc, c'est un phénotype qui peut apparaître, mais pour l'instant qui a uniquement été vu chez la souris. Donc la question qu'on s'est posée dès 2018, en fait, c'est est-ce que les anti-PD1 peuvent cibler les Treg et expliquer la variabilité dans les réponses? Donc du côté CD8, on sait très bien que l'anti-PD1 fonctionne en augmentant la prolifération et les fonctions effectrices des CD8 en restaurant la costimulation via CD28. Et donc, si on considère le même mécanisme d'action sur un Treg, qui après tout est une cellule T à peu près comme une autre, quel serait l'impact? Ben, en fait, on pourrait, donc, si on augmente l'activation, la survie et la prolifération de cellules qui sont anti-inflammatoires, on aura un effet net qui pourrait être anti-inflammatoire. Et il y a plusieurs papiers qui supportent cette hypothèse et qui ont été publiés un peu plus tard. Le premier par l'équipe du professeur Shimon Sakaguchi, qui est le découvreur des Treg, qui a fait l'observation que chez des patients qui ont une hyperprogression au moment de leur poussée tumorale au moment de l'initiation du traitement, quand on regarde ces tumeurs post-traitement, on voit qu'il y a une augmentation de la prolifération des Treg post-traitement comparé après traitement chez ce sous-type de patient-là. Et il y a un autre papier qui a été publié en 2023 dans Science Immunology qui montre que des anti-PD-L1 peuvent augmenter l'activation des Treg dans des modèles précliniques non répondeurs. Mais voilà, c'est pas si simple parce que en fait, dans la voie CD28 et la voie de l'acylation de PD1, ça contrôle l'expression de mTORC1 qui lui en fait a une activité inhibitrice sur l'expression de FOXP3 et donc quand on traite par anti-PD1, on augmente l'expression de mTORC1 et on peut potentiellement réduire ou déstabiliser l'expression de FOXP3 et ça pourrait mener à un effet pro-inflammatoire qu'on a vu, moins d'expression de FOXP3, plus d'expression d'interféron gamma. Et donc ça, c'est une hypothèse qui a été présente dès les années 2015, disons, sur l'effet de ces anti-PD1 sur les Treg, mais ça n'a jamais vraiment été démontré. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a dans certains modèles, en support de cette hypothèse, il y a un papier qui a été publié en 2022 dans Nature Immunology, qui montre que quand on fait une déplétion conditionnelle de PD1 dans des Treg, donc ça ralentit la croissance tumorale dans un modèle de cancer du poumon, et ça altère également l'identité, enfin la stabilité des Treg et leur stabilité métabolique aussi. Mais c'est un papier qui a pas mal de défauts, et d'ailleurs il y a un papier qui a été publié cette année, je crois que c'est aussi dans Nature Immunology, qui montre exactement l'inverse, où dans un autre modèle, la délétion de PD1
augmenter la poussée tumorale. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie en fait ces observations? Ben, nous, on se fait poser la question de savoir si les Treg agissaient ou s'adaptaient de la même façon à des environnements tumoraux qui pouvaient être chauds ou froids. Donc, ce qu'on entend par adaptation fonctionnelle, il y a des adaptations métaboliques, il y a la capacité migratoire, et ce qui est notamment contrôlé par des récepteurs de chimiokines, et aussi l'acquisition en fait de facteurs de transcription qui sont liés au sous-type CD4, TH1, TH2, TH17. Et donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe dans des tumeurs des Treg qui peuvent exprimer CCR4 ou CCR8, qui sont des récepteurs de chimiokines plutôt associés aux réponses TH2 et qui sont très suppressifs et qui fait que beaucoup de gens disent que les Treg tumoraux sont des Treg extrêmement suppressifs. Mais on sait qu'il existe aussi chez d'autres patients des Treg qui expriment CXCR3 et donc qui est plutôt associé à un profil TH1. Et l'hypothèse, en fait, c'est que le fait d'exprimer ces récepteurs de chimiokines pourrait permettre aux Treg de colocaliser avec des cellules TH1 ou des CD8 pour mieux les supprimer. Mais donc, voilà, la plupart des knowledge gaps qui existent encore dans le domaine, c'est, bon, est-ce qu'il y a des différences d'infiltration de Treg entre les tumeurs chaudes et les tumeurs froides? Est-ce qu'il y a des sous-types de Treg qui peuvent répondre différemment aux anti-PD1, dépendamment par exemple de leur niveau d'expression de PD1 ou de leur expression de TSF1, comme on observe chez les CD8? Et une question encore même un peu plus basique, à laquelle on essaie de répondre dans ce papier, c'est quelle est la conséquence de l'anti-PD1 sur l'activation, la prolifération, la migration et l'acquisition de fonctions effectrices par les Treg. Et donc le rationnel du projet, c'était que donc, bon, les Treg, ils expriment PD1 dans les tumeurs et même en termes de fréquence, on voit pas mal de Treg PD1 positifs en circulation aussi. Et on a aussi remarqué que dans la région promotrice de PD1, il y a un lieu de fixation pour le facteur de transcription Hélios, qui est important dans la stabilité des Treg. Et on sait de papiers qui utilisent notamment donc, des modèles de PD1 knockout dans la souris que abroger complètement l'expression de PD1 permet d'augmenter l'activation, la prolifération et la migration des cellules à l'homéostase et aussi dans des modèles inflammatoires, notamment des modèles de diabète de type 1. À l'inverse, on sait que des forts niveaux de signalisation par AKT qui est downstream, enfin, qui est modulé par PD1, permet en fait la sécrétion d'interféron gamma par les Treg et peut déréguler leur fonction suppressive. Et donc l'hypothèse qu'on a émise, c'est que elle est double en fait, c'est que donc les anti-PD1 peuvent augmenter la prolifération et l'activation des Treg Hélios positifs, ce qui pourrait contrebalancer l'augmentation de l'activation des CD8, et que le succès des anti-PD1 dépend en fait de leur capacité à induire dans les Treg l'acquisition de fonctions plutôt pro-inflammatoires au cours de la réponse antitumorale. Et donc j'ai essayé de donner une vue d'ensemble des grandes problématiques, et puis là je vais essayer de montrer, bon le papier est assez data heavy, donc j'ai essayé de me limiter au plus important, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je vais un peu trop vite. Mais donc le premier élément central, c'est qu'on a utilisé un modèle de tumeur chaude qui s'appelle Yummer 1.7. Donc ce sont des mélanocytes qui portent des mutations oncogéniques sur BRAF et PTEN et qui ont été après irradiés pour générer une lignée qui est vraiment très immunogénique et qui répond bien à l'anti-PD1. Et donc nous, dans nos mains, quand on a traité ces souris par anti-PD1 en monothérapie, le traitement, il ralentissait en moyenne la croissance tumorale, mais les données, elles ne suivaient pas du tout une distribution normale. En fait, on avait, comme vous pouvez le voir ici, environ 50% de répondeurs et 50% de non-répondeurs. Et donc, pour toute l'analyse statistique, on a tenu compte de cette distribution bimodale. On a fait cette séparation entre répondeurs et non-répondeurs. Donc la figure 1 du papier, elle présente beaucoup d'éléments de caractérisation du modèle, ce qui me tenait un peu à cœur, parce que je trouve que c'est un élément de contexte qui est fondamental à l'interprétation des données et qui est parfois un peu passé à l'as dans certains papiers. Et donc pour faire au plus rapide, donc vous pouvez voir que si on groupe toutes les tumeurs et qu'on fait des corrélations par taille, ben en gros, plus les tumeurs étaient grosses, plus il y avait une fréquence importante de macrophages, et à l'inverse, plus les tumeurs étaient petites, avaient bien répondu à l'anti-PD1, plus on avait d'infiltration CD8, donc plutôt profil tumeur froide contre tumeur chaude. Et également, l'autre élément qui était important, c'était que donc chez les répondeurs et uniquement chez les répondeurs, on avait l'induction d'une population de CD8 qui sécrétait à la fois de l'interféron et du TNF, donc ce qu'on appelle les lymphocytes, les CD8 polyfonctionnels, dont on sait que ce sont les meilleurs effecteurs de l'immunité antitumorale. Et donc voilà, donc ce que je voulais que vous reteniez, c'est que globalement, on a un modèle qui récapitule bien à la fois la non-réponse et la réponse en délai de type PD1, les aspects tumeur chaude, tumeur froide et la réponse CD8. Mais donc, on a voulu mettre ces éléments en lien avec la dynamique de la réponse Treg. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sacrifié des souris à différents time points. Donc, à jour 7, donc avant le premier traitement,
À jour 14, donc après à mi-traitement, et à jour 20, qui était le time point où généralement les tumeurs dans le groupe contrôle atteignaient la taille maximale autorisée, même s'il y avait beaucoup de variabilité dans le groupe contrôle. Et donc on a vu que étonnamment, au fur et à mesure d'une forte réponse à l'anti-PD1, on avait une expansion, enfin on avait une augmentation de la densité des Treg au cours du temps, et on avait en particulier une augmentation des Treg spécifiquement Helios positifs, que vous pouvez voir ici, on passe donc d'environ de 14 à 35% en moyenne. Et malgré cette augmentation donc, des Treg, comme vous l'avez vu avant, il n'y a pas de contrôle pas un mauvais contrôle de la réponse CD8, et c'est même le cas aussi de la réponse CD4, même si je ne l'ai pas montré. Donc on a voulu voir, c'était le cas aussi dans un modèle qui avait une réponse incomplète. Donc cette fois-ci, on a utilisé un modèle qui présentait les mêmes, qui s'appelle D4M3A, qui avait les mêmes mutations de BRAF-PTEN, mais qui n'avait pas été irradié, et dans lequel, en gros, quand on traite par anti-PD1, on avait un léger ralentissement de la croissance tumorale et une toute petite augmentation de la production d'interférons. Et on a observé la même chose, en fait, c'est que donc après traitement, donc vous voyez la légère réduction du poids tumoral, augmentation de la densité de Treg et augmentation de la proportion des Treg parmi les Helios positifs parmi les CD4. Donc, pour mieux comprendre la réponse des Treg à l'anti-PD1, on s'est d'abord attardé à comprendre la réponse Treg en absence de traitement. Et donc là, ces données-là, elles portent sur le modèle de tumeur chaude, mais dans des souris qui n'ont pas été traitées euh, et qui ont atteint en fait la taille maximale. Et donc, la première observation qu'on a faite, en fait, c'est que les Treg, dans des tumeurs qui avaient bien poussé, ils exprimaient peu de FOXP3 en comparaison aux ganglions. Et ils exprimaient pas seulement moins de FOXP3, mais moins de CD25 et moins de Helios, qui sont d'autres marqueurs importants de l'identité des Treg et qui soutiennent l'expression de FOXP3. Donc ça, c'était assez cohérent. Et donc, on a même restimulé ces Treg in vitro, parce qu'au début, on s'est dit peut-être qu'il y a peut-être un problème technique, parce que c'est des tumeurs que... Bon, on a restimulé les Treg in vitro, et on a vu qu'ils continuaient à exprimer moins de FOXP3 que des Treg de rat. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en intro, un TREG FOXP3 low, généralement, on considère ça comme un TREG potentiellement instable, pro-inflammatoire et peu suppressif. Donc, on a voulu vérifier est-ce que les TREG tumoraux, qui sont plutôt d'habitude décrits comme très suppressifs, est-ce que ceux-là, ils étaient vraiment suppressifs ou pas? Donc, on a fait un test de suppression TREG in vitro, qui est un test assez standard, où en fait, on place des lymphocytes en présence, enfin, des CD4 en présence ou en absence de TREG, et en fait, on mesure en fait la réduction de la division cellulaire en présence des Treg. Et vous pouvez voir, donc on a fait des comparaisons entre la tumeur et des Treg de la rate, et vous pouvez voir qu'à chaque ratio, les Treg tumoraux sont beaucoup plus suppressifs que les Treg de la rate. Et c'était encore plus frappant quand on mettait ce pourcentage de suppression en corrélation avec le nombre de Treg qui étaient présents à la fin de notre essai, puisque en fait, les forts taux de suppression, ils étaient atteints pourtant avec beaucoup moins de cellules à la fin de l'essai. Et en fait, ça s'explique par le fait que les Treg tumoraux qu'on a restimulés in vitro, ils proliféraient très peu, comme vous pouvez le voir ici, mais par contre, ils exprimaient beaucoup plus de ICOS, qui est un marqueur de co-stimulation et d'activation des Treg qui est associé à leur fonction suppressive, enfin, qui est un bon marqueur de leur fonction suppressive. Et donc, à la fin de la poussée tumorale, les Treg, ils ont beau être FOXP3 low, ils sont très suppressifs, et on avait aussi montré que ce phénotype FOXP3 low, il est notamment modulé par la signalisation via PD1. Et donc, une question qu'on pose, en fait, c'est est-ce qu'il y a une forme d'épuisement des Treg, qui est un phénomène qui n'a pas vraiment été décrit dans la littérature, même si ça existe un peu plus dans le domaine des CAR-T. Bon, je laisse ça plutôt pour la discussion après. Donc, pour revenir à notre question, est-ce que l'anti-PD1 pouvait impacter le phénotype des Treg et agir sur eux? Donc là, on a regardé dans nos modèles de tumeurs froides, on a regardé simplement l'expression de PD1 à la surface, et on peut voir en comparaison donc, du contrôle et des souris traitées, on voit que dans les tumeurs, bah, le niveau d'expression de PD1 en surface, l'intensité d'expression, elle diminue en MFI d'environ 75%, ce qui est assez massif. Et si on regarde dans la rate, c'est moins frappant, mais c'est présent quand même, ça a une 25% de réduction d'expression. Est-ce qu'on voit ça aussi dans le modèle de tumeur chaude? Alors, si vous regardez la quantification, c'est un peu moins frappant parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans le groupe contrôle. Mais si je vous montre une tumeur qui a poussé au volume maximal, vous voyez que globalement, on voit aussi qu'il y a une réduction de l'expression de PD1 par les TREG. Est-ce que ça permet de augmenter l'expression des marqueurs canoniques? Eh bien oui, à la fois dans le modèle de tumeur froide et dans le modèle de tumeur chaude, vous pouvez voir en cytométrie que l'expression de FOXP3 et de Helios était augmentée dans les Treg qui étaient traités par anti-PD. Et voilà, c'était également récapitulé le modèle de tumeur chaude. Alors, est-ce que cet effet de l'anti-PD1, du coup, avait un effet sur l'activation et la prolifération de ces cellules?
Donc, en termes de marqueurs d'activation, on a regardé donc l'expression d'autres molécules de checkpoint comme CTLA4, comme ICOS aussi, qui sont liées à l'activation des Treg. Et on a vu que à la fois dans la rate et dans la tumeur, dans le modèle de tumeur froide et dans le modèle de tumeur chaude, on avait une augmentation de l'expression de ces marqueurs, donc ce qui montre donc une augmentation de l'activité des Treg. Est-ce que ça a augmenté également leur prolifération? Donc ici, je vous montre des Treg contrôle, donc qui n'ont pas reçu d'anti-PD1. Vous pouvez voir que les Treg qui expriment PD1, ils sont pratiquement exclusivement Helios positifs. Et les Treg qui sont en train de cycler, donc qui expriment Ki67, ils sont également Helios positifs. Et ça, c'est vrai dans les deux modèles. Et donc, si on regarde de manière systémique dans la rate, mais aussi dans les ganglions, et qu'on regarde la proportion de cellules qui expriment PD1, dans les CD8 ou dans les T conventionnels, ça ne bouge pas. Dans les Treg, ça augmente. Le pourcentage de cellules qui prolifèrent, il augmente. Et la proportion des Treg augmente également. Et c'est vraiment exclusivement les Treg Helios positifs. Donc voilà, donc, le message à retenir, c'est que l'anti-PD1, le traitement par anti-PD1, il induit une augmentation, une expansion et une augmentation d'activation des Treg Helios positifs à la fois de manière systémique et aussi dans la tumeur, que vous pouvez le voir ici avec l'augmentation de l'expression de Ki67 et de Helios. Et encore une fois, les seuls Treg qui expriment Ki67, ce sont des Treg Helios positifs. Alors, donc, on a une augmentation de la prolifération de l'activation. Et quel est l'effet sur la fonction suppressive? Donc, puisqu'on sait que encore une fois, dans ces tumeurs qui répondent bien à l'anti-PD1, on a une forte réaction inflammatoire, CD8, production d'interféron gamma. Donc cette fois-ci, on a isolé des Treg des tumeurs non répondantes ou des tumeurs répondantes. On a fait le même test de suppression. Vous pouvez voir que finalement, ces Treg, eh bien, qui avaient un phénotype très activé mais qui ne contrôlent pas in vivo la réponse inflammatoire, in vitro, ils la contrôlent extrêmement bien. Vous voyez ici un ratio d'1 pour 4, c'est pratiquement du simple au double, 40 à 80% de suppression entre un Treg de la rate et un Treg d'une tumeur répondeuse. Et par contre, cette fois-ci, de manière intéressante, l'effet des Treg tumoraux, en fait, finalement, c'était l'augmentation entre les répondeurs et les non-répondeurs. Elle est liée à une meilleure prolifération in vitro, une meilleure réactivation in vitro des Treg qui ont répondu, des Treg qui proviennent des répondeurs à l'anti-PD1. Vous pouvez le voir ici, meilleure expression d'ICOS et meilleure expression de Ki67. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on réconcilie cet effet de l'anti-PD1 sur les Treg qui a l'air d'augmenter leur activation et leur prolifération, cette accumulation en proportion des Treg qui sont extrêmement suppressifs avec la forte réponse antitumorale. Donc pour ça, on s'est intéressé à, à l'impact des signaux inflammatoires dans la tumeur, en fait, sur l'adaptation des Treg. Et donc pour ça, on a regardé notamment l'expression du facteur de transcription de Tibet, qui est le facteur de transcription normalement prototype des cellules Th1, que les Treg peuvent, dans certaines conditions, upréguler, et ce dont on pense qu'il permet de mieux contrôler les réponses Th1. Donc, dans le tumeur froide, ben, il n'y a absolument pas d'expression de Tibet à la fin enfin, dans les tumeurs, à jour 20, dans des souris non traitées. Et par contre, dans le modèle de tumeur chaude, dans des souris non traitées, avec des tumeurs qui ont poussé à un volume maximal, on a une augmentation de l'expression de Tibet dans les Treg, notamment Helios positifs, comparativement aux ganglions lymphatiques. Cette expression de Tibet, on a cherché qu'est-ce qui pouvait l'induire in vitro, et on a vu que c'était l'IL-12 et pas l'interféron gamma qui permettait en fait d'induire cette population. Et de manière intéressante, quand on a stimulé les cellules avec un agoniste de PD1, on a vu que ça inhibait en fait l'induction de cette population de Treg TH1-like. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'anti-PD1 du coup pouvait permettre d'augmenter l'expression de Tibet dans les Treg? Eh bien oui, c'est le cas, in vivo. À la fin du traitement, on pouvait voir que l'expression de Tibet, elle est fortement augmentée dans les Treg des répondeurs comparativement à la fois au contrôle et aux non-répondeurs. Et donc, Tibet, c'est le facteur de transcription des Th1 et il contrôle l'expression interféron gamma. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait d'exprimer Tibet pouvait permettre à ces Treg de sécréter l'interféron gamma et aussi de les déstabiliser, au moins in vivo? Donc, ce qu'on peut voir d'abord, c'est qu'à travers le temps, vous pouvez voir que cette adaptation Th1 des Treg au tout début de la poussée tumorale dans la tumeur chaude, ça existe, enfin, elle est complètement absente. Et c'est vraiment un phénotype qui apparaît à la fin, enfin, qui est amplifié à la fin de la poussée tumorale et de la réponse à l'anti-PD1. Et donc oui, en fait, le fait d'exprimer un peu de Tibet ne suffit pas à produire d'interféron gamma dans les tumeurs contrôle ou dans les non-répondeurs. Par contre, chez les répondeurs à l'anti-PD1, on avait bien effectivement forte expression de Tibet et production d'interféron gamma
par environ 5 à 10% des Treg en moyenne. Et donc, ce qui est un phénomène, une molécule plutôt pro-inflammatoire et qui, du coup, a priori, est pas compatible avec une fonction suppressive. Donc là, tout simplement pour vous montrer que donc, ces Treg TH1-like, enfin, leur proportion, elle augmente vraiment au fur et à mesure du temps. Et elle est vraiment visible uniquement en fait à la fin du traitement et pas au début. Et évidemment complètement absente des tumeurs froides. Et donc l'anti-PD1, dans un environnement, dans une tumeur chaude, parvient à induire une population de Treg qui sécrète de l'interféron gamma. Alors, est-ce que cette adaptation TH1-like, elle inhibe la fonction suppressive? Si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré avant, le test de suppression in vitro avec des Treg qui viennent de ces mêmes tumeurs qui produisent un tout petit peu d'interféron gamma, si on les restimule dans un milieu classique, en fait, elles perdent la capacité à produire de l'interféron gamma. Et il faut leur remettre de l'IL-12 pour qu'elles continuent à en produire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que si on prend des Treg qui viennent d'une tumeur froide, et qu'on leur met de l'IL-12, ils sont parfaitement capables, eux aussi, de sécréter de l'interféron gamma. En revanche, si on regarde la fonction suppressive, vous pouvez voir que donc, là, cette fois-ci, on a fait le test avec des CD8 et pas avec des CD4, mais c'est exactement le même profil. Donc, les Treg qui préviennent des répondeurs sont extrêmement suppressifs. Et si on met de l'IL-12, vous voyez que là, il y a une bien meilleure prolifération des CD8 qui arrive. Les Treg des répondeurs parviennent quand même à inhiber le nombre de cellules qui produisent l'interféron gamma, mais si on regarde le pourcentage de suppression, finalement, il n'est pas vraiment inhibé, donc c'est plutôt une évasion de la suppression qu'une inhibition de la fonction suppressive des Treg qu'on observe, en tout cas in vitro. Et donc, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'en fait, ces Treg qui produisent de l'interféron gamma, si on regarde l'expression de marqueurs d'activation, ils ont tendance à avoir un profil extrêmement activé et au contraire à avoir un niveau d'expression de PD1 qui est plus faible. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est ces Treg qui sont hyper activés et qui produisent de l'interféron gamma, c'est 5 petits pourcents, est-ce que eux, ils sont suppressifs ou pas du tout? Et donc, pour répondre à cette question, cette fois-ci, on a essayé d'aller dans le tissu, en fait, et de voir. On a fait de l'immunofluorescence, puis de la biologie spatiale pour essayer de répondre à cette question. Donc, dans un premier temps, on a fait des marquages en IF, donc deux séries de marquages, CD4 FOXP3 et puis CD8 FOXP3. Et on a confirmé ce qu'on savait, en fait, et qui est très visible ici, c'est que donc, dans les répondeurs à l'anti-PD1, vous avez une bien plus haute densité de CD8 et de Treg que dans les non-répondeurs. C'est quantifié ici, c'est pas très compliqué. Après, on a voulu comprendre où est-ce que les lymphocytes CD8 et Treg se distribuent dans la tumeur. Donc au début, en fait, on a bêtement commencé par chercher un marqueur de cellules tumorales et on a pris MART1, donc MART1, c'est pour Melanocyte Antigen Recognized by T Cells. Et on s'est aperçu qu'en fait, le marquage n'était pas du tout uniforme dans notre tumeur. Donc c'est pas vrai, donc cet antigène-là, c'est pas vraiment un bon marqueur de cellules tumorales, mais en fait c'est un bon marqueur des cellules les plus immunogéniques, parce que les mélanomes les plus invasifs, en fait, ils se dédifférencient et ils expriment leurs antigènes à de bien moins haute densité. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une publication à laquelle j'ai collaboré dans JCI. Et du coup, la forte expression de MART1, elle permet d'identifier en fait les régions les plus immunogéniques de la tumeur. Et on a eu l'idée d'annoter en fait ces régions fortes en MART1 et de les superposer en fait avec la localisation enfin, des heatmaps de densité où sont les tags dans nos tumeurs. En fait, on voit que il y a une bonne superimposition en fait et que donc la densité de Treg dans les zones riches en MART1 elle est plus élevée que dans les Treg, dans les régions de la tumeur qui sont faibles en MART1 et c'est pareil pour les CD8. Donc après, on s'est demandé, en fait, est-ce que l'évasion de la suppression a été due à un défaut de contact entre le Treg et le CD8 dans les répondeurs? Et donc potentiellement des distributions qui, en moyenne, seraient plus importantes, mais localement seraient perturbées, en fait. Donc on a ploté les densités de Treg dans les tumeurs et on a identifié 5 hotspots, donc les 5 zones où il y avait le plus de Treg par tumeur, dans les répondeurs, dans les non-répondeurs et dans les contrôles. Et donc, chez les non-répondeurs, on voit que ces hotspots, ils sont plutôt en périphérie de la tumeur, alors que dans les répondeurs, ils ont plutôt tendance à être dans le cœur de la tumeur, ce qui était une différence assez intéressante, et qui, encore une fois, correspondait aussi avec le profil d'expression de Martin. Et quand on overlap l'expression des Treg avec la localisation des Treg avec la localisation des CD8, on voit que dans les répondeurs, avec le c'est les mêmes zones où il y a beaucoup de CD8, où il y a beaucoup de Treg. Donc il y a vraiment une colocalisation des Treg et des CD8 dans les tumeurs. Et d'ailleurs, en fait, donc voilà ce qui est quantifié ici. Et d'ailleurs, dans les répondeurs, dans les hotspots de Treg, en fait, il y a une meilleure densité de CD8, enfin, la densité de CD8 dans les hotspots de Treg, elle est plus élevée chez les répondeurs. Et de même, la densité de Treg dans les hotspots de Treg, elle est aussi plus élevée chez les répondeurs.
Et si on regarde la distance des cellules à l'intérieur de ces hotspots, bah, on s'était dit que peut-être il y aurait un défaut de contact. Bah, clairement, il n'y a pas de défaut de contact. Bon, la statistique n'est pas extrêmement puissante, mais s'il y a quelque chose, les T-Rex seraient plutôt plus proches des CD8 dans les répondeurs. Et donc, puisqu'il n'y a pas de défaut de proximité, à défaut, peut-être qu'il y a un défaut dans le ratio entre les CD8 et les T-Rex. Alors, ce que je vous montre, c'est à l'intérieur d'une même tumeur, on s'est aperçu que les ratios CD8 à Treg pouvaient bouger assez considérablement. Donc ici, vous voyez que dans les hotspots en rouge, là, vous savez, le ratio CD8 à Treg pour une densité qui est à peu près similaire, c'est 8, et là, c'est à peu près 4. Donc ça peut varier du simple au double. Donc cette variation des ratios CD8 Treg à l'intérieur des hotspots de Treg ou même à l'intérieur des hotspots de CD8, elle n'explique pas du tout les différences entre répondeurs et non répondeurs. Vous voyez que globalement, en moyenne, ces ratios-là, ils sont identiques. Par contre, ce dont on s'est aperçu, alors cet exemple-là n'est pas forcément le plus frappant, mais c'est que en fait, si on regarde les hotspots qui ont des forts ratios CD8 Treg, et ben ces hotspots-là, en fait, ils ont tendance à être plutôt en périphérie de la tumeur, alors que si on regarde les hotspots de Treg qui, eux, sont plutôt dans le cœur de la tumeur, ils ont tendance à avoir plus de Treg et un peu moins de CD8. Et donc, on s'est demandé, ben, est-ce que ces variations locales dans le ratio CD8-Treg, est-ce qu'elles pouvaient refléter des différences dans le niveau d'immunosuppression locale? Vous voyez que là, l'exemple ici est un peu plus frappant. Dans le cœur de la tumeur, vous avez plus de Treg, et en périphérie, dans ce coin-là, ben, il y a beaucoup plus le ratio CD8-Treg est plus élevé. Donc là, ce qu'on a fait pour répondre à cette question, donc est-ce qu'il y a une différence locale en immunosuppression, c'est de tourner vers des méthodes de biologie spatiale avec l'instrument GeoMX de Bruker, feu nanostring, pour faire d'abord de la protéomique spatiale, puis de la transcriptomique spatiale. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps pour présenter le design expérimental, parce que c'est moi qui ai dû l'inventer, en fait, c'est pas le genre de manip qui avait été fait avant avec cet instrument. Et donc, dans le déroulé du fonctionnement de cet instrument, il y a une première étape qui est de faire un marquage en immunofluorescence des tumeurs. Donc, nous, on a marqué avec FOXP3, avec CD8. Et, euh, et ensuite, il faut choisir donc des régions d'intérêt. Donc nous, on a choisi nos régions d'intérêt. En fait, ce sont des Treg, ce sont des hotspots de Treg, mais on a gardé en fait des densités de C8 qui étaient à peu près équivalentes. Et on a fait donc ces zones-là qui sont intermédiaires en fait en Treg, qui sont à l'échelle de la tumeur, elles sont intermédiaires, et des zones qui sont au contraire très très riches en Treg. Et donc, à l'intérieur d'une zone comme ça, ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut segmenter, au marquage immunofluorescence, on peut segmenter les Treg et les CD8. Et derrière, en fait, via un laser UV, en fait, on peut venir photocliver des anticorps barcodés ou des probes barcodées pour faire, en fait, la transcriptomique spatiale uniquement dans le segment Treg ou uniquement dans le segment CD8. Et donc, comme c'est une méthode qui avait jamais été testée avant, bah, pour avoir une espèce de preuve de concept, on a d'abord testé en fait à l'échelle non pas des zones pauvres enfin des zones intermédiaires ou riches en Treg, mais plutôt en fait dans les tumeurs fortement répondeurs, dans les tumeurs répondeurs ou non répondeurs pour voir si on a été capable de voir des différences peut-être un peu plus fortes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement poolé les régions des répondeurs et des non-répondeurs. On les a comparées aux régions d'un non-répondeur qu'on avait choisi en fait selon les mêmes critères. Et donc, on a fait une analyse différentielle de l'expression des protéines qu'on avait scalées. Et on a vu que les répondeurs exprimaient beaucoup plus de CD28, de PLC gamma 1, qui est une enzyme qui est impliquée dans la signalisation TCR, et d'ICOS, donc globalement beaucoup plus de stimulation. Et donc ces éléments-là, on sait en plus on sait de la littérature que la co-stimulation CD28, c'est vraiment un des éléments forts qui différencie les répondeurs des non-répondeurs. Et donc on a validé ça par notre approche de protéines spatiale. Et en cytométrie en flux, on a confirmé que à la fois dans les TAM et dans les cellules dendritiques, on avait une plus forte expression de CD86, qui est donc le ligand de CD28, chez les répondeurs au traitement. Ensuite, on a repris le même principe, mais cette fois-ci, on a fait l'analyse de transcriptomique spatiale. Et donc, le premier élément que je vous présente ici, ça relève plutôt du QC, en fait, mais bon, vous pouvez voir que les deux dimensions qui expliquent le plus de variations dans les transcriptomes, c'est une première dimension, c'est le type cellulaire, donc c'est des ou Treg, et la deuxième dimension, c'est est-ce que l'échantillon provient d'un répondeur ou d'un non-répondeur. On a fait une analyse des DEGs et on a eu un nombre de hits qui était assez important. Donc chez les répondeurs, les top hits, c'était notamment le récepteur à l'interféron gamma, mais on a aussi des intégrines, des chimiokines et des protéines de dégradation de la matrice. Et donc, bon, comme il fallait vite resoumettre le papier, je ne les ai pas tous analysés un par un, mais on a fait une analyse GSEA.
Et donc, ce qui en ressort, c'est que les pathways qui sont vraiment augmentés chez les répondeurs, ce sont des pathways qui sont liés donc, à la motilité, donc la dégradation de la matrice, les intégrines, les chimiokines, et après des molécules de costimulation, donc les seconds messagers et la signalisation TCF. À l'inverse, les CD8 qui sont dans nos zones, enfin qui sont issus de nos tumeurs non répondeurs, mais qui proviennent quand même de zones immunogéniques, de manière un peu contre-intuitive, ce qui ressort fortement, c'est la traduction et les checkpoints, donc des cellules qui seraient a priori plutôt prolifératives. Donc je rappelle qu'il y a quand même un petit biais de sélection dans notre approche parce qu'on a vraiment sélectionné des zones qui sont parmi les plus immunogéniques. Et c'est pas représentatif de la moyenne de la tumeur. Peut-être que dans d'autres zones de la tumeur, les tags ils seront effectivement moins prolifératifs. En revanche, et c'est un aspect que j'ai pas trop abordé dans la présentation, en flow, on avait remarqué que chez les non-répondeurs, étonnamment, il y avait beaucoup de Ki67 dans les CD8, mais pas de production de cytokines, donc ce qui n'est pas vraiment un phénotype très classique, mais qui a tendance en tout cas à me faire penser que ces résultats-là, ils sont parfaitement vrais. Et en tout cas, notamment, ce qu'on voit, c'est que dans les autres pathways qui sont surexprimés Miguel, dans le... Oui. excuse-moi, on a perdu les diapos Ah, vous avez perdu les diapos, mais ça va recommencer alors. juste à l'instant là. Tac, diaporama, je repartage. Que c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, ouais, donc en dehors donc, de la traduction et des checkpoints, il y a quand même donc, la réponse à l'hypoxie et la régulation de PTEN qui inhibe P3 kinase AKT et qui suggère quand même qu'il y a une régulation négative d'AKT, une réponse au stress. Donc ça, c'est des signaux qui sont plutôt cohérents avec un phénotype d'épuisement des CD8 dans les non répondus. Et donc, est-ce qu'on voit aussi une augmentation de la costine dans les Treg? Eh bien, par protéomique, la réponse est également oui. Donc, on voit que PLC gamma 1 et CD28 sont vraiment différentiellement exprimés. Ça colle très bien avec l'augmentation des marqueurs d'activation qu'on avait vu en flou. Donc encore, effectivement, bah, dans les Treg aussi, il y a une augmentation de la costimulation dans les répondeurs par rapport aux non-répondeurs. Et quelle est la conséquence au niveau transcriptomique? Alors, chez les non-répondeurs, parmi les top DHEs, on a des galectines, des sémaphorines, qui sont des médiateurs immunosuppressifs, qui montrent que donc, les Treg ont quand même l'air plutôt suppressifs. Mais on voit aussi DAP, donc Death Associated Protein, qui, euh, qui suggère bah, que ces cellules-là sont peut-être un peu plus apoptotiques. Et chez les répondeurs, alors on peut voir ici ICOS, CTLA4, d'autres molécules de costimulation comme TNF, RSF18, donc qui confirment nos marquages en cytométrie. Et on voit aussi LIME1, DOC8 et TRAF2 qui contrôlent respectivement la migration et le fitness des Treg tissulaires, des marqueurs de Treg tissulaires. Donc ça, c'était intéressant aussi à voir. Et donc par pathway, ce qu'on voit, c'est que donc, dans les répondeurs, ben, on a donc encore une fois la costimulation CD28, la signalisation IL2, donc plus de stade 5, le TNF et les chimiokines, donc encore pareil, la migration. Euh, Et à l'inverse, donc parmi les hotspots des Treg dans les non-répondeurs, on voit encore une fois un peu plus de traduction et de checkpoint, donc peut-être des cellules peut-être plutôt en train de se diviser plutôt qu'en train de supprimer. Et on a aussi deux marqueurs, deux pathways qui sont importantes, PTEN et l'interleukine 1, qui toutes les deux sont connues pour stabiliser à la fois pour à la fois stabiliser l'expression de FOXP3 et aussi pour inhiber la production d'interféron gamma dans les Treg. Ça, c'était important et c'était intéressant à voir aussi. Et donc maintenant qu'on a un peu validé nos approches de protéomique et transcriptomique spatiale à l'échelle des répondeurs non-répondeurs, on a essayé de voir est-ce que ça nous permettrait de voir, d'identifier des différences à l'échelle simplement des répondeurs dans les zones intermédiaires ou riches en Treg. Et donc, puisque la question initiale, c'était est-ce que la variation du ratio CD8-Treg indique une différence locale en suppression? Donc cette fois-ci, on a regardé ça uniquement chez les répondeurs. Et on peut voir que par protéomique spatiale, bah, les top hits les top protéines qui sont surexprimées dans les zones intermédiaires en Treg, c'est P21 et BCLXL qui sont des molécules anti-apoptotiques. Et donc, bah, on peut penser qu'effectivement, du coup, il y a plus d'apoptose dans les zones riches en Treg et qu'il y a une suppression qui est active. Et en plus de ça, on peut voir que parmi les autres signaux qui sortent
on a phospho-AKT, phospho-MPK, donc moins de phosphorylation d'AKT et moins d'activation de l'ICOS, donc clairement moins de co-stimulation dans les zones riches en Treg. Et donc, bah, effectivement, ces éléments-là nous laissent à penser qu'il y a plus il y a une suppression qui est active dans les zones riches en Treg, dans les tumeurs qui répondent à l'anti-PD1. On a essayé quand même de confirmer ça aussi par transcriptomique spatiale, parce qu'on avait plus d'évidence de cette suppression. Et donc, dans les zones qui sont intermédiaires en Treg, ce qu'on peut voir en termes de pathway, encore une fois, donc les intégrines et la dégradation du collagène qui laissent à penser qu'il y a plus de mobilité. On a deux résultats très importants aussi. On a donc l'initiation de la traduction et la glycolyse, qui sont globalement les deux pathways qui sont qui sont les plus associés avec la différenciation et le maintien des fonctions effectrices dans les CD8. Donc ça, on était très contents. Et on a également bah, la phosphorylation post-traductionnelle, qui confirme bien comment dire, nos résultats de protéomique. Et à l'inverse, dans les régions riches en Treg, quels étaient les pathways qui étaient augmentés dans les CD8? Donc on a moins d'expression d'ARN ribosomal, donc un signe de moins d'activité métabolique, moins de synthèse protéique, et ce qui est généralement associé à, un épuisement fonctionnel. Le clivage des purines endommagées, donc, qui est un signe de dommage à l'ADN et de stress oxydatif, qui est associé à la fois à la sénescence et à la dysfonction. Et puis, bah, la méthylation des histones et l'ADN, qui est un processus qui est absolument crucial dans le fait d'établir un phénotype dysfonctionnel et un épuisement. Et donc la question qui se pose maintenant, puisqu'on a vu donc qu'effectivement il y avait l'air d'avoir une suppression plus active dans les zones riches en Treg, c'est quel phénotype des Treg dans les régions où les CD8 arrivent à échapper à la suppression? Est-ce que eux aussi sont hyperactivés ou pas du tout? Alors malheureusement, on n'a pas pu faire de transcriptomique dans les régions qui étaient pauvres en Treg, parce qu'il n'y avait pas assez de cellules. On a pu faire mais par contre, on a pu faire de la protéomique quand même. Et ce qu'on a vu en protéomique, c'est que, bah, encore une fois, dans les zones intermédiaires en Treg, donc dans les zones où il y a une évasion de la suppression, les Treg, ils expriment beaucoup plus de phospho-AKT et de tous les médiateurs. Et donc, ce qui est vraiment important, parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en introduction, on sait que la voie AKT module directement la production d'interféron gamma par les Treg. Et donc, bah, très probablement que les 5% de Treg interféron gamma positifs qu'on voit, ils se retrouvent, en fait, ils sont situés dans des zones où la suppression ne se fait pas efficacement. Et donc, bah, les conclusions du papier, c'est que donc, les réponses à l'anti-PD1 induisent donc, des réponses CD8 et une expansion un peu paradoxale de Treg Helios positifs qui sont très activés. Ces Treg Helios positifs, ils acquièrent graduellement des propriétés TH1, donc d'abord l'expression de Tibet, puis l'expression d'interféron gamma, uniquement dans les tumeurs, et globalement, d'un point de vue populationnel, ces Treg TH1-like, ils restent assez suppressifs. Les Treg et les CD8 colocalisent dans les régions les plus immunogéniques de la tumeur. Dans les tumeurs qui répondent bien à l'anti-PD1, on a vu que les ratios CD8 Treg, ils sont plutôt augmentés en périphérie plutôt que dans le cœur. Et donc, ce qui différencie les répondeurs des non-répondeurs, c'est le niveau de co-stimulation CD28. Et localement, l'évasion de la suppression par les CD8, elle est associée avec une hyperactivation des Treg. Et donc avec ça, bah, c'est la fin la fin de la partie données. Je voudrais juste prendre une minute pour remercier bah, mon superviseur, le docteur Chiriaco Piccirillo, les membres de mon comité de supervision, et en particulier le professeur Christopher Rudd qui m'a accueilli en postdoc et qui m'a permis à Montréal pendant quelques mois et qui m'a permis de terminer ce papier, de continuer à travailler dessus. Mes examinateurs de thèse, notamment le docteur Ira King. Les membres du labo Piccirillo, notamment Fernando Fo et Roman, sans qui qui m'ont vraiment formé et sans qui ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Et puis les membres du Immunophenotyping Core, de la plateforme transcriptomique et nos collaborateurs, le laboratoire de Lincoln. Et avec ça, bah, je suis très content de prendre vos questions, s'il y en a. Merci, je réactive ma caméra. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet overview très complet et qui rentre vraiment dans le détail de la physiologie
des Treg donc qui semblent quand même être des cellules qui sont capables dans certaines situations de répondre aux anti-PD1. Donc c'est quand même quelque chose comme quelque chose d'intéressant. Comment tu as montré qu'IL-12 semblait être intéressant aussi en rajout? Qu'est-ce que tu ajouterais à l'anti-PD1 pour essayer d'augmenter l'efficacité enfin, ce changement de phénotype de Treg vers des Treg plutôt TH1 qui pourraient avoir une action moins régulatrice ou peut-être plus enfin, antitumorale. Tu vois, au final, quelle est la voie sur laquelle tu jouerais pour essayer d'augmenter l'efficacité Ouais. de tes Treg Alors, chez l'homme? je pense que globalement, la voie la voie la plus facile à envisager, donc c'est à la fois, enfin, ce sont les cytokines qui vont promouvoir en fait la différenciation de TH1. Donc il y a l'IL-12 qui est généralement le facteur qui est nécessaire à la différenciation. Et il y a aussi un autre facteur qui est très important, c'est l'interleukine 18, qui, elle, est généralement et qui peut être libérée par les cellules tumorales et qui, elle, en fait, permet d'amplifier des cellules. Donc, la différenciation via l'IL-12 permet d'acquérir l'expression du récepteur à l'IL-18. Et donc, après, ces cellules-là, elles peuvent devenir répondantes à l'IL-18 et dans un papier qui, j'espère, sera publié dans quelques années, on a démontré que l'interleukine 18, en fait, avait vraiment un rôle absolument crucial pour permettre de maintenir cette différenciation TH1. Et si on abolit la capacité des lymphocytes T en général à répondre à l'IL-18, on perd la capacité à répondre à l'anti-PD1 dans ce modèle-là. Et donc ça, je pense que c'est une cible qui serait particulièrement intéressante. Les autres cibles qu'on pourrait voir, finalement, bah, c'est ça pourrait être par exemple des activateurs d'AKT, notamment par des petites molécules. Il y a un papier qui a été publié par Christopher Rudd, par son équipe, qui montrait qu'effectivement, dans un modèle qui répondait mal à l'anti-PD1, si on faisait un co-traitement avec un activateur d'AKT, on avait à la fois bah, une meilleure réponse antitumorale et une polarisation TH1 de ces Treg qui suivaient en fait. Ouais, merci. Effectivement, c'est très clair mais donc c'est vrai que c'est des manipulations un petit peu complexes. À part donc ouais, pour les cytokines, c'est un peu compliqué d'administrer des cytokines chez l'homme, Oui, donc ça c'est il y a sûr que des trucs c'est pas complexes forcément les voies en les termes de plus. demi-vie et tout ça, mais c'est vrai que l'histoire d'activer AKT, ça pourrait être une piste intéressante. Est-ce que vous avez pu regarder sur des tumeurs et c'est humaines? Est-ce que vous avez eu accès à ce genre de tissu et vous regardez en termes de pronostic en fonction des caractéristiques des Treg sur des datasets déjà faits? Est-ce que reproduire un peu ces résultats chez l'homme ou est-ce que vous avez prévu de le faire? Alors, évidemment, c'était quelque chose que vous imaginez bien, j'aurais été extrêmement intéressé de faire. J'y ai malheureusement pas eu accès. Euh, mais il y a quand même des éléments dans la littérature qui suggèrent notamment que l'expression de CXCR3 par les Treg notamment, qui est la chimiokine caractéristique des TH1, est plutôt effectivement associée à des tumeurs plutôt chaudes. Et donc, on a publié une review en 2024 aussi, dans laquelle on a essayé de montrer un peu tous les éléments, parce que ça, c'est un élément que j'ai pas trop montré dans ce modèle-là, mais c'est en fait que, à contrario, en fait, dans les tumeurs plutôt froides, les Treg, en fait, ils ont plutôt un profil un peu plus TH2, où ils vont répondre à l'IL-33, et ils expriment notamment CCR8, parce que ça c'est aussi à l'opposé, en fait, un petit peu, donc les CCR8 qui est plutôt caractéristique des TH2-like. Il y a de nombreux papiers qui ont été montrés que, en fait, le CCR8 permet de cibler de manière assez spécifique des Treg tumoraux, en tout cas des Treg tissulaires. Et du coup, la déplétion des anticorps déplétant les CCR8, en fait, sont utilisés pour essayer de cibler spécifiquement les Treg en thérapeutique. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt des Treg TH2-like, en fait. Oui, non, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? N'hésitez pas à prendre la parole, poser des questions. Bon, moi, j'avais préparé quelques diapos très rapidement. Donc, donc voilà Très pour bien. comment est-ce qu'on peut réconcilier en fait l'augmentation de l'activation des Treg avec le développement des effets indésirables d'origine auto-immune.
Donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, on a parlé déjà un petit peu, donc c'est que en fait, donc dans les Treg, AKT en fait est de manière constitutive hypophosphorylée au niveau de la sérine 473, et que cette phosphorylation, en fait, le fait d'augmenter cette phosphorylation, ce qui est atteignable par les anti-PD1, en fait, elle permet de limiter la fonction suppressive et elle est nécessaire à la production d'interféron gamma. Et ça, on peut imaginer que ça, puisqu'on a vu que les Treg, notamment dans notre modèle, on a vu qu'il y avait quand même des effets systémique, on peut imaginer que dans certains tissus, le passage de l'anticorps permet d'atteindre ces effets-là. Alors que, à l'inverse, plutôt dans l'augmentation de la prolifération des Treg, elle pourrait, à l'inverse, être un mécanisme secondaire de résistance au traitement. Euh, un autre aspect, c'est que donc, chez l'humain, on a tendance à penser que ce phénotype TH1, c'est plutôt en fait associé en fait à une perte d'expression de FOXP3. Et donc une des grandes questions, c'est est-ce que ces Treg TH1-like, est-ce que ce sont des précurseurs en fait de cellules qui vont perdre FOXP3? Et donc là, j'ai présenté des données qui sont issues du papier que Makoto avait publié en postdoc, qui est un papier absolument, enfin, qui est un papier séminal dans les Treg humains donc, où il y a une classification fonctionnelle qui est faite, en fait, et on voit il y a ce que Makoto décrit dans les Treg circulants, une population de FOXP3 low, en fait, c'est-à-dire des cellules qui expriment FOXP3, mais à un plus bas niveau que des Treg, que certains autres Treg, qui sont des Treg, qui sont des Treg, enfin, qui sont des cellules de mémoire, et qui, si on ne les stimule pas, produisent rien de spécial, mais si on les restimule, il y en a une partie qui sécrète de l'interféron gamma et qui sont pas très suppressives in vitro, en fait. Et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu ça du tout quand on a restimulé nos cellules in vitro. Elles maintenaient l'expression de FOXP3 et au contraire, pour rappel, dans les hauts répondeurs, finalement, il y avait une meilleure expression de FOXP3 en moyenne et les Treg qui produisaient l'interféron gamma, ils étaient pas spécialement FOXP3 low et d'ailleurs, ils continuaient en fait à produire de l'IL-10 qui, elle, est une cytokine plutôt anti-inflammatoire. Et donc, voilà, c'était intéressant de savoir que peut-être que. Donc, on sait que le fait d'avoir une faible expression de FOXP3 en circulation, on sait que ça peut déstabiliser les Treg, mais peut-être que ce phénomène-là qu'on décrit, en tout cas chez la souris, c'est peut-être quelque chose d'un peu différent. Et il y a notamment beaucoup d'éléments en fait qui montrent que les Treg TH1-like, ils sont plutôt très suppressifs. Et là, je cite quelques papiers qui ont été publiés il y a 2 ans, notamment dans Immunity qui montre que l'expression de CXCR3 par les Treg TH1-like, elle leur permet de colocaliser non seulement avec les CD8, mais aussi avec les cellules dendritiques de type 1. Il y a un autre papier qui montre que le fait de dépléter des Treg qui expriment Tibet, ça ralentit la poussée tumorale, et que donc ces Treg Tibet positifs, ils ont bien un effet antitumoral et non pas protumoral. Et une autre chose, c'est qu'on sait que les Tregs sont plutôt pas très efficaces en fait à supprimer les cellules qui sont déjà différenciées. Et donc une perspective, c'est aussi qu'en fait, en termes de dynamique de la réponse immunitaire, peut-être qu'en fait ces Tregs TH1-like, ils apparaissent pour en fait une fois que la tumeur a bien régressé, en fait pour permettre potentiellement un retour à l'homéostase et des mécanismes de réparation tissulaire pour pouvoir en fait éliminer la tumeur et qu'il n'y ait pas de lésion après. Ça, c'est une perspective qui est parfaitement envisageable. Ouais, ça renforce ça rend encore plus complexe l'interprétation de ce que t'as dit finalement. Ces TH1, ces Treg TH1-like sont peut-être pas forcément aussi Oui, voilà. bénéfiques. Moi, globalement, le Voilà. message que c'est effectivement, je pense que le message que j'essaie de faire passer, c'est que globalement, si on prend si on le prend dans l'intégralité, je pense que effectivement le fait qu'il sécrète de l'interféron, ça a localement forcément un petit effet pro-inflammatoire. Mais ce qu'il faut voir, c'est plutôt qu'il y a une évasion de la suppression qui est permise à la fois par l'augmentation de la costimulation et par la présence de cytokines inflammatoires dans ces tumeurs-là, plutôt qu'un véritable défaut de suppression. Et s'il y a un défaut de suppression, à mon avis, il est plutôt temporaire que définitif, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Léo, tu avais une question? Ouais, j'avais peut-être une petite question. Bonjour déjà, et puis merci pour cette présentation qui était très complète. Et puis je suis assez admiratif du schéma expérimental que vous avez mené, et notamment les manips de transcriptomique spatiale. J'avais juste une petite question, peut-être un peu de néophyte. Donc vous montrez que l'anti-PD1 va induire donc ce schéma de différenciation plutôt TH1 dans les Treg, et que c'est Mhm. conditionné par la présence d'IL-12, que cet effet est annulé en l'absence d'IL-12 et qu'il est restauré chez des Treg non prélevés sur la tumeur en présence d'IL-12.
Ma question, du coup, c'est est-ce que vous avez mesuré l'effet de l'anti-PD1 sur les cellules qui produisent de l'IL-12 dans cet environnement et peut-être éventuellement, du coup, sur les TAM qui sont, à mon avis, une source potentielle de production d'IL-12 dans ce milieu? Oui, alors bah, pour répondre à cette question, en fait, la difficulté qu'on a eue, nous, c'est de faire Donc les tests fonctionnels qu'on fait, ils dépendent de la réactivation des cellules. Et en fait, dans ces systèmes-là, les cellules présentatrices, si on a déjà, typiquement, quand on active une cellule T, généralement in vitro, on met de l'anti-CD3 et de l'anti-CD28. Et en fait, si on met de l'anti-CD28, la co-stimulation est trop forte et les tags, ils suppriment plus. Donc, chez la souris, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise des cellules présentatrices d'antigènes qu'on isole de la rate, en fait, qui sont donc essentiellement des cellules B et qui n'expriment pas PDL1. Et donc ça, c'est un vrai défaut dans le modèle, en fait, c'est qu'on n'a pas de véritable source de PDL1. Et donc même si on met un anti-PD1, il vient pas vraiment bloquer toujours une interaction. Et ça a été très difficile. J'ai fait quelques essais un petit peu comme ça de jouer un peu avec, mais c'était pas les tailles d'effets que j'avais étaient jamais très convaincantes. Et donc j'ai préféré un peu abandonner ça. Et du coup, effectivement, mesurer l'effet de l'anti-PD1 vraiment in vitro, c'était une voie qui était pas, enfin, qui était très difficile à mettre en place techniquement, quoi. Alors que de ce que je vois de la littérature, chez l'humain, visiblement, il y a plus de papiers qui ont l'air d'avoir un peu plus de succès avec ça. Et donc, je me dis peut-être qu'il y a une différence de PDL1 à ce moment-là euh, bah, chez les cellules humaines comparativement aux cellules de souris. C'est intéressant en soi parce que je sais qu'il y a des papiers même chez l'homme qui montrent que si tu regardes si vous regardez les monocytes, les macrophages de personnes traitées par un anti-PD1, il va y avoir probablement par l'effet du back signaling sur les cellules myéloïdes un effet plutôt activateur, plutôt justement, et qui peut emprunter justement la voie mTOR. Et je me demande, est-ce qu'il y a un effet un peu indirect de l'anti-PD1 sur les TAM qui les active, entraîne une production d'IL-12 qui va potentialiser ce switch, faire un phénotype TH1-like des Treg? Voilà, Oui, est-ce que c'est alors, une opération ou est-ce que c'est un effet direct mais ça, je pense que globalement, effectivement, bah, c'est un effet qui est indirect, mais qui est dans la dynamique de la réponse. La production d'interféron gamma induit la différenciation en M1 des TAM. Ça, c'est très connu. Et donc, probablement que le fait qu'il y ait un peu Ouais. plus tôt, un peu plus de production d'interféron gamma, comment dire, amplifie ce cycle. Et je ne l'ai pas tout à fait montré là, mais enfin, j'ai montré il y a plus de TAM M1 dans les répondeurs et ils expriment plus de CD86. Ok, d'accord. Merci. Ok, bah, merci beaucoup pour la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour les questions, Léo. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure à l'heure pour une fois. Euh, en vous remerciant à nouveau tous, et particulièrement Michael, pour la présentation et ravi de t'accueillir à nouveau pour parler d'autres sujets, le quartier règle dans la Oui. transplantation ou des gens qui participent à la RHU. Ce sera avec plaisir. Je pense que c'est des sujets qui nous intéressent tous et qui seront passionnants. Et Encore une fois, merci donc, Samuel pour l'invitation. Je trouve que la qualité des Journal Club est toujours excellente. Et je suis content d'entendre que j'ai été à la hauteur. ouais, merci pour ça. Et puis bah, à bientôt le 23 septembre, c'est ça pour le prochain? Ouais, j'allais annoncer donc le 23 septembre, on n'a pas encore le titre, mais on va vous le diffuser avant les congés. Donc, vous souhaitez un bon été. Remercie encore Myriam Morcel qui organise ces séminaires et qui assure Voilà, et puis ben, la si je peux en communication. profiter, bon, nous non plus, on n'a pas encore au niveau du RHU, c'est prévu aussi qu'on lance une série de webinaires, donc c'est pas encore, on n'a pas encore de date officielle, mais on lancera des webinaires qui sont en lien avec les thématiques du RHU, donc qui sont à la fois les TREG, mais aussi les techniques d'édition du génome et la production en BPF, etc. Et donc on circulera ça aussi aux membres de la FHU Care Ça, Michel le moment sera tout à fait venu. intéressé. Merci beaucoup. Ça marche. Bah, bon été à tous on se revoit en septembre. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.